Je vous remercie de m'avoir invité à cette rencontre interdisciplinaire pour une santé intégrative et durable, rencontre qui réunit les forces vives qui ont décidé d'œuvrer ensemble pour l'avenir en bâtissant un système de santé plus efficient et plus respectueux de l'environnement naturel et humain. Si j'interviens aujourd'hui, c'est pour témoigner de mon parcours de soins, du dépistage d'un cancer imprévisible à la récupération, puis à la stabilisation, et ainsi apporter un éclairage démontrant l'intérêt majeur d'unir de façon coordonnée toutes les filières qui contribuent à l'amélioration de notre système de santé traditionnel, classique, et nouvelles, complémentaires, pour l'obtention d'un résultat optimal et durable. L'Union des professionnels de la santé ici présents, médecins paramédicaux, membres des filières de la santé, poursuit un objectif commun. Organiser et mettre en pratique les synergies préventives primaires, secondaires et tertiaires, à la fois naturelles, durables et intégrées dans le code général de la santé publique par la formation, l'éducation et l'interdisciplinarité qui semble constituer le maillon faible de notre système de santé compartimenté et concurrentiel. Je suis à la base kinésithérapeute diplômé d'État en 1967. J'ai enrichi mes connaissances par des études en ostéopathie à Londres et Paris dans les années 70-80, puis en posturologie, en énergétique chinoise en France, en phytoaromathérapie à l'UFR de Paris 13 et d'autres formations complémentaires en santé naturelle. Ces apports m'ont permis d'élaborer et de synthétiser pour moi-même et pour mes patients un cadre de pensée élargi, associé à une pratique journalière holistique, englobant à la fois la dimension globale, physique, mentale et environnementale, et analytique, fine et précise, anatomique, donc ostéopathique. Dans l'historique de ma courte intervention, je vais essayer de mettre en relief les bénéfices de l'interdisciplinarité et de l'intégration de soins complémentaires en restant factuel et sans entrer dans les détails techniques tels que je le fais dans mes interventions au sein de la Ligue contre le cancer auprès des professionnels de la santé. Il y a de cela 14 ans, un matin, en me rasant, je palpe une grosseur sous le menton de la taille d'un petit pois. Je n'avais aucun symptôme pouvant l'expliquer, aucun signe d'appel, aucun problème dentaire, aucun problème de gorge, aucune gêne à déglutition. Mais 3 semaines auparavant, j'avais été heurté violemment dans un passage piétonnier par une moto, me projetant lourdement à plusieurs mètres et se soldant par une fracture du péroné et une sciatique traumatique. Cette tumeur était-elle bénigne? N'était-elle qu'un simple hématome traumatique d'apparition tardive, à défaut d'autre explication? Mais les jours suivants, la grosseur était toujours là, toujours indolore. Du fait de la sensibilité tactile liée à mon métier d'ostéopathe, la grosseur me semblait anormale du fait de son caractère non mobile, adhérente au tissu sous-cutané. Et c'est là un signe à ne jamais négliger car il peut être révélateur d'une tumeur cancéreuse. J'avais de quoi commencer à m'inquiéter car il existait des antécédents de cancer dans ma famille. Mon grand-père paternel était mort de cause inconnue en 1910, peu après la naissance de mon père, et mon père, à l'âge de 63 ans, était décédé d'un cancer de l'intestin métastasé, dépisté 3 mois avant son décès. Pourtant, depuis 2 ans, il présentait des signes hémorragiques qui auraient dû orienter son médecin vers un dépistage et des soins curatifs précoces. Au lieu de cela, 2 ans sans examen de dépistage, sachant que cette forme de cancer peut doubler de volume tous les 60 jours. 2 ans de négligence qui ont ôté à mon père, déjà marqué par les privations subies comme prisonnier de guerre, toute chance de pouvoir profiter d'une retraite méritée. Il me fallait donc en avoir le cœur net, lever le doute qui commençait à me submerger, à m'inquiéter sérieusement. Mon médecin me prescrit un bilan biologique complet. Tous les paramètres étaient parfaits pour une personne active de 65 ans. Toujours aucun signe local en rapport avec ce ganglion.
Il me conseilla de passer une échographie de dépistage. Le radiologue, au vu des résultats, me conseillait de consulter un chirurgien ORL pour procéder à une biopsie du ganglion suspect, et ceci sans tarder. La biopsie révéla l'existence d'un cancer épidermoïde de la base de la langue, invasif, à opérer d'urgence. Le ganglion que j'avais détecté était en fait une métastase. Le scanner confirma la localisation et l'étendue de la tumeur, 2,5 cm de long à la base de la langue. En urgence, 3 semaines après, le chirurgien ORL procéda à une chirurgie lourde avec l'ablation de la lésion linguale, des 2 chaînes ganglionnaires, l'ablation des muscles hyoïdiens, suisses et sous-hyoïdiens, de la veine jugulaire interne. 50 poids de suture de chaque côté, 3 semaines en soins intensifs, reliés au monde extérieur par une trachéotomie et nourris par sonde nasale et perfusion. Après cicatrisation, 2 mois après, 24 séances de radiothérapie sont effectuées. Récupération en 7 mois, à l'issue desquelles j'ai pu reprendre, contre toute attente, mes consultations, et ceci grâce à la synergie de soins classiques et de soins complémentaires qui ont radicalement changé les pronostics de récupération. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le bénéfice pour le patient d'utiliser en étroite association les soins classiques et les techniques complémentaires, de bénéficier de soins de santé durables et intégratifs. Je peux témoigner que cette association permet d'obtenir des résultats non seulement supérieurs aux prévisions classiques, mais une durabilité des résultats. Le problème est arrivé il y a maintenant 14 ans. Mon oncologue, de même que mon chirurgien, ont été étonnés de la récupération tant de la phonation que de la mobilité et de la régénérescence de la langue, ce qui me permet aujourd'hui de vous parler quasi normalement, excepté quelques déraillages que j'ai bien entendu coupés pour cette vidéo. Naturellement, si je m'étais contenté des soins classiques, je n'aurais pas pu reprendre mon activité professionnelle. Mon élocution était en principe incompatible avec un contact permanent avec les patients, où l'échange verbal est aussi important que la technique. Je me suis donc considéré comme un cobaye, dont j'étais le propre observateur, et surtout le praticien qui devait inventer un traitement innovant et efficient. J'avais donc plusieurs défis à relever. Le premier défi était de retrouver rapidement les 15 kilos perdus pendant mon hospitalisation. Je n'avais plus que la peau sur les os. Devant les essais infructueux de reprise de l'alimentation buccale à la veille de ma sortie, le chirurgien tenta de m'imposer une stomie pour me permettre de m'alimenter directement par une sonde stomacale. Il m'était en effet impossible d'avaler la moindre cuillerée de nourriture à cause d'un réflexe de rejet. Il me fallait donc inventer un système d'alimentation roborative pour reprendre ces cours rapidement, accepté par le système nerveux buccal. Je mis donc au point une potée hypernutritive et équilibrée sous forme d'un velouté liquide de 500 grammes à base de protéines animales et végétales, dont 2 œufs bio crus, farine complète pour bébé, lipides, vitamines, minéraux, oligoéléments, flavonoïdes, sous forme de fruits rouges, microalgues, spiruline, poudre de fruits secs, une banane pas mûre, le tout passé au mixeur, et ceci 3 fois par jour, et avalé rapidement en 3 minutes et 23 gorgées, et ceci pendant 7 mois. L'utilisation de produits naturels que la propolis en spray buccal dilué, l'acide hyaluronique, l'huile essentielle de laurier noble et l'oléorésine de copaïba distillée m'ont permis de récupérer plus vite au niveau des cicatrices internes et de contrer l'inflammation aiguë post-radiothérapique, très douloureuse et difficilement supportable dans les premiers mois, ce qui m'a obligé à utiliser conjointement de la xylocaïne à 2% avant chaque repas, même un repas liquide. Il a fallu 1 an pour que je puisse reprendre une alimentation plus normale avec prudence. Le deuxième défi était la reprise de l'activité vertébrale au niveau cervical.
Pendant 3 semaines, j'ai vécu immobile, bloqué en hyperflexion, pour éviter la rupture des structures internes au niveau de la langue. Ma colonne cervicale était complètement enraidie et la tête, l'épaule et le bras droit étaient douloureux et névralgiques. L'ostéopathie, le drainage lymphatique, le massage des muscles et des fascias et un programme d'exercices d'étirement et de posture m'ont permis de récupérer 95% de mes fonctions articulaires. Je continue encore aujourd'hui ce programme pour éviter l'installation de rétraction cicatricielle grâce à un programme d'entretien journalier. Le troisième défi était de retrouver une élocution et une activité aussi normale que possible, compatible avec une vie sociale et professionnelle. En plus des soins d'orthophonie classiques, j'ai donc mis au point et pratiqué un programme d'exercice pour régénérer l'ensemble des muscles nécessaires à une élocution correcte, ce qui nécessita une assiduité indispensable, sachant que les zones opérées ont la fâcheuse tendance à se rétracter si on ne les étire pas régulièrement. Et ceci est encore plus vrai au niveau de la langue et des vertèbres cervicales, zone hypermobile et réactive, si riche en terminaisons nerveuses et en fascia. Mon protocole d'exercice a été basé sur une technique ostéopathique d'étirement-relâchement utilisée pour le traitement notamment des torticolis et névralgies, technique capable à la fois de libérer les tensions musculaires et de rallonger les fascias raccourcis. Cette technique d'étirement activo-passif était complétée par des exercices de tonification de tous les muscles de la langue ainsi que des cordes vocales par le chant. Le problème associé était une absence de salivation, une ascialie, effet secondaire de la radiothérapie. J'ai dû inventer des techniques de stimulation de ce qui restait des glandes salivaires survivantes à base de vibrations mécaniques et d'huiles essentielles testées et sélectionnées telles que l'aniver ou la menthe poivrée. Le quatrième défi était de retrouver un équilibre postural global suite à l'ablation des muscles antérieurs hyoïdiens, équilibrateurs de la colonne cervicale. Un programme quotidien de prévention tertiaire me permet, encore aujourd'hui, de maintenir un statu quo et d'éviter la dégradation des lésions arthrosiques vertébrales. Ce programme est facile et généralisable aux personnes fragiles et âgées. Les séances de drainage lymphatique et d'étirement des fascias hebdomadaires par un kinésithérapeute se sont imposées comme indispensables pour compléter mon programme de soins personnels. Mon cinquième défi était de conserver un équilibre mental et social compatible avec une vie familiale, sociale et professionnelle normale. Le stress considérable engendré par l'annonce du cancer, les soins lourds et fastidieux, la modification des rapports familiaux et sociaux, la crainte de la récidive avec à terme la mort, ont nécessité un important travail sur moi-même. Les thérapies comportementales et cognitives m'ont ouvert la voie au début et permis d'intégrer dans ma routine quotidienne des exercices réguliers de maîtrise du stress, basés notamment sur le contrôle respiratoire diaphragmatique en 3 temps, et que je pratique moi-même au moins 3 fois par jour pendant 5 minutes pour me libérer de cette angoisse inconsciente du risque de rechute qui bloque la zone du plexus solaire. Je suis désolé d'être entré autant dans le détail, mais j'ai voulu que vous puissiez vous imaginer être à ma place quelques minutes pour mesurer la charge émotionnelle de telles situations vécues chaque jour par des millions de malades. Je pense être parvenu aujourd'hui à un niveau de récupération fonctionnelle optimal grâce à la coordination du dépistage précoce et de l'élimination de la lésion par une chirurgie performante, de soins d'orthophonie et de massage rééducation régionale, de soins complémentaires basés sur une alimentation anti-inflammatoire, d'aliments issus, si possible, de l'agrobiologie, riches en antioxydants, vitamines, minéraux, oligo-éléments, flavonoïdes anti-inflammatoires, trouvés notamment dans les fruits rouges.
également dans les oméga 3, l'utilisation de plantes et extraits de plantes, l'absorption bien sûr de tout toxique, alcool, tabac, drogue. Ce n'est que grâce à ces synergies de santé à la fois naturelles, durables et intégratives que je peux aujourd'hui participer à cette réunion d'intérêt général. Cette présentation est celle que je développe depuis 5 ans dans le cadre de la campagne de sensibilisation des professionnels de la santé organisée par la Ligue contre le cancer, mais aussi dans les réunions et conférences organisées par la Chambre nationale des praticiens de la santé durable, dont l'objet principal est de promouvoir la prévention pour une évolution de notre système de santé vers une santé durable et intégrative. Pour conclure rapidement, je voudrais émettre un vœu qui peut se concrétiser rapidement. Je vais reprendre pour cela les thèmes du rapport Le système de santé français, réflexions et propositions, rapport des médiateurs au Premier ministre dans la documentation française, août 1983. Il est urgent que l'on puisse aboutir à une véritable complémentarité des diverses filières qui participent dans notre pays au maintien de la santé et que cessent certaines formes de concurrence à la fois inefficaces et coûteuses pour la collectivité. 40 ans après, presque un demi-siècle, nous nous trouvons à la croisée des chemins et nous pouvons reprendre l'ouvrage en l'actualisant. Notre société a évolué et la pandémie de Covid, la dégradation de l'environnement naturel et social, l'épidémie d'obésité, la prévalence des maladies dégénératives nous obligent à revoir notre cadre de pensée pour bâtir ensemble toute filière de la santé confondue, dans le respect mutuel, la santé de demain sur des bases plus naturelles, durables et intégratives. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente réunion.